L'un des architectes les plus connus au monde. Nous nous sommes connus au moment où il a gagné le concours du Centre Pompidou, donc ça fait presque 40 ans. Donc on est au-delà des risques de l'amitié. Et je voudrais simplement dire de quelle manière Renzo intervient aujourd'hui. Alors, avant de le dire, ce que je voudrais signaler, c'est que c'est pour nous une très grande fierté que d'accueillir Renzo. C'est pour la directrice générale, Francine Faure, pour le directeur artistique, Michel Jacques, et pour la co-commissaire avec Michel de l'exposition, Sophie Trelka, un très grand honneur qui est partagé bien sûr par l'ensemble des équipes d'Arc en Rêve qui, depuis maintenant 30 ans, ont un talent et une énergie qui nous permet d'accueillir les plus grands architectes du monde. Pourquoi Renzo Piano? Ça ne nécessite pas d'explication, plutôt quelle nature d'exposition avec Renzo a été élaborée. C'est quelque chose qui, d'une certaine manière, rejoint un cycle que nous avons voulu introduire sur les usages, mais qui aussi, d'une certaine façon, célèbre un art de la désobéissance que Renzo Piano pratique avec intelligence et un extraordinaire talent. Il a écrit un livre qui s'appelle « La désobéissance de l'architecte ». Et la désobéissance de l'architecte, en fait, c'est une ruse de l'intelligence et de l'affectivité qui fait que, comme chacun le sait, une bonne architecture, c'est une sorte d'alchimie extraordinaire qui naît des relations parfois compliquées entre un maître d'ouvrage et un architecte, mais en prenant en compte toute une série d'éléments, et Renzo le dira beaucoup mieux que moi, qui rentrent dans la création et la conception architecturale. Le titre de cette exposition, Répond, R-E, accent aigu P-O-N-S, vient d'une œuvre de Pierre Boulez, pour qui Renzo Piano a conçu l'IRCAM, mais Répond, c'est aussi donc un rappel à une écriture musicale qui est une écriture musicale de dialogue entre des solistes et un orchestre ou un ensemble. Donc c'est une manière de souligner que toute architecture est une œuvre chorale qui met en cause et qui met en relation toute une série d'acteurs pour aboutir finalement à quelque chose qui a une singularité et qui répond cependant à une demande. Donc la désobéissance de l'architecte, c'est une manière d'écouter, d'entendre, et Dieu sait qu'il y a chez Renzo Piano une élégance, un sens de l'écoute, une générosité, mais c'est aussi une manière de répondre, non pas en obéissant d'une manière littérale et en renvoyant au maître d'ouvrage un miroir dans lequel il pourrait se contempler, c'est une façon d'offrande aussi, c'est une manière de ne pas prendre en compte la totalité littéralement de ce qui est demandé et d'y apporter une sorte de cadeau qui est le talent de l'architecte, qui est sa relation à la nature, à l'espace, à la lumière, au maître d'ouvrage, et c'est ce que vous verrez dans l'exposition. Donc c'est ce que je voulais dire. Et je voudrais également dire que dans le travail de Renzo Piano, depuis maintenant près de 40 ans, il y a une participation à des projets qui sont dans le monde entier. Il y a, au fil des ans, une série de récompenses parmi les plus prestigieuses, la médaille d'or du RIBA, l'Association des architectes britanniques, de l'UIA, l'Union internationale des architectes, de l'American Institute of Architecture, le Pritzker Prize, qui est le prix, l'équivalent du prix Nobel pour les architectes. Et puis, dans le travail de Renzo, avec des évolutions de son agence, depuis les débuts avec Richard Rogers, ensuite avec Peter Rice, maintenant depuis près de 20 ans, le Renzo Piano Building Workshop, avec quasiment 100 personnes qui travaillent là, une implantation à Gênes, une implantation à Paris, et en fonction des projets, des implantations qui peuvent être à Berlin ou qui peuvent être en Asie. Donc Renzo a créé une fondation, ça veut dire que ce qui lui importe dans cette idée de répondre, dans cette idée d'être au monde, dans quelque chose qui dépasse la simple architecture, c'est aussi d'avoir créé cette fondation pour permettre à des jeunes architectes en relation avec l'éducation, de faire des séjours, d'avoir des bourses et d'une certaine manière de promouvoir la création architecturale dans le monde. Alors, deux mots des équipes qui ont fait
qui ont fait l'exposition que vous allez voir. Donc jeudi, les deux commissaires Michel Jacques et Sophie Trelka. Toute une série d'interviews qu'a fait Sophie Trelka, des maîtres d'usage, des maîtres d'ouvrage, et qui est quelque chose de formidable parce qu'à chaque fois revient la même estime, la même fidélité, le même amour d'habiter un lieu qui a été créé avec Renzo. Il y a tout le travail de Filippo Ilabecca et de Louise Lemoine, donc une société de production Becca Film, qui ont montré, comme ils l'avaient déjà fait d'une certaine manière pour la maison de Rem Koolhaas, qui ont montré de quelle façon il y a un usage des bâtiments de Renzo et des témoignages sur cet usage, et à chaque fois il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'estime. Et puis je voudrais saluer la présence parmi nous ce soir de Jean-François Maté, qui est l'homme fils de François Maté, qui le premier présenta Le Corbusier au père Couturier pour faire la chapelle de Ronchamp, Notre-Dame-du-Haut. Donc Jean-François Maté est là, ainsi que Dominique Claudius-Petit. Dominique Claudius-Petit, le fils d'Eugène Claudius-Petit, qui est l'un des hommes qui a permis à l'architecture moderne d'exister en France, notamment à Firminy. Et donc Eugène Claudius-Petit est le président de l'association des amis de Le Corbusier. Et l'un et l'autre sont venus voir Renzo pour traiter du problème de la relation à un lieu célébrissime dans le monde qui est Ronchamp. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais je ne terminerai pas cette brève ou trop longue introduction, je ne sais, sans dire que le 5 mai, Marie-Claude Djibaou viendra à Bordeaux et témoignera de ce qu'a été la construction du centre Jean-Marie Djibaou à Nouméa, qui est un des plus beaux projets de Renzo Piano. Donc j'espère que nous serons nombreux à l'accueillir. Et puis ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a dans cette exposition un partenariat qui pour nous est un partenariat très important, qui est le partenariat d'Hermès. Donc Hermès est représenté dans cette exposition, représenté au travers d'un magnifique bâtiment au Japon, qui est moi je me souviens d'avoir visité l'exposition de Renzo Piano au Centre Pompidou. Jean-Louis Dumas était devant la maquette et montrait fièrement à tous les visiteurs combien Renzo Piano avait répondu à une demande. Donc grâce à Pierre-Alexis Dumas, le directeur général artistique et fils de Jean-Louis Dumas d'Hermès, nous avons obtenu une aide qui n'est pas négligeable, aide de la Fondation Hermès dirigée par Catherine Zekenis. Et je salue la présence parmi nous de représentants d'Hermès, donc Monsieur Frédéric Hubin, qui est le directeur de la communication de la Fondation Hermès, la directrice commerciale pour la France, Anne Canel-Boyer, la directrice d'Hermès Bordeaux, puisque à la fois la Fondation et la marque Hermès ont contribué à la réalisation de cette exposition. Donc voilà ce que je voulais dire pour cette soirée, qui sera une soirée de découverte, de ferveur, et je remercie avant tout Renzo Piano.
Oui. Bon, je me sens. Merci, merci. C'était facile, non? C'est plus rapide comme ça. Non, c'était bien de vous passer rapidement comme ça des images, puisque ça aide moi aussi. Ça aide moi aussi à comprendre quelle complexité a le travail d'une carrière. Ça, c'est une carrière. Entre la première photo que vous avez vue et la dernière, il y a 60 ans. Ce n'est pas 60 ans de carrière, mais c'est quand même le temps qui passe. Et la chose qui saute aux yeux, c'est la différence, la diversité entre les différents projets. Ce n'est pas totalement dû au fait que j'ai les idées confuses. Un petit peu, oui, bien sûr. Mais c'est à cause du fait que je vois l'architecture vraiment comme le titre de cette exposition répond. C'est un titre que tout le monde sait. Boulez a volé à la musique religieuse médiévale, mais ça a à faire avec la complexité du dialogue entre les instruments. Ça a aussi à faire avec la complexité du dialogue entre les différentes choses, les différentes émotions qui font l'architecture. C'est différentes choses. C'est le topographe qui rencontre le géographe, qui rencontre l'humaniste, qui rencontre le bâtisseur, qui rencontre l'historien, qui rencontre le poète. Enfin, un architecte, c'est quelqu'un avec une complexité. Et c'est cette complexité qui fait les bâtiments différents. Au contraire, s'ils étaient tous égaux, on aurait plutôt le risque de soupçonner l'architecte d'être un petit peu autoréférent. Hein. L'académie, c'est un petit peu la tentation de refaire. Et alors, je pense que de voir tout ensemble la diversité entre les différents projets, ça aide un petit peu. Maintenant, quand même, recommençons un petit peu. On peut peut-être refaire le parcours et je vous explique quand même un petit peu, sinon ça serait trop facile pour moi. Alors, excusez-moi, mais je dois revenir en arrière. Non, excusez-moi, je dois revenir. Alors c'est le contraire. À gauche, à droite. Tant pis, on va faire ça. On va aller à la première. Excusez-moi, technique. Le premier, c'est... En fait, gauche-droite. Hein? Mais il y en a un avant ça. Non, si? C'est la première. Ah, c'est la première. C'est la première. Et la deuxième, c'est ça. Ouais. Bon, très bien. Okay, voilà. Alors, Gênes d'abord. Gênes, c'est une ville de mer, tout le monde le sait. C'est une ville dans laquelle le port est resté dans mon cœur. Aussi bien que la première photo que vous avez vue avant. C'était mon père sur un chantier dans les années 47-48. À cette époque, on était tous, nous, des fils d'un orage après la guerre. C'était incroyable. C'était la reconstruction. C'était pour moi le plaisir de visiter le port, enfant, de rester avec mon père qui était constructeur. Et c'était quelque chose qui a toujours eu une chose qui est toujours restée dans mon cœur. Les premiers travaux que je faisais, c'était plutôt ça. C'était faire des structures géométriques, chercher la légèreté, défier la force de gravité, essayer de faire le plus possible avec le moins de matière. C'est une structure, celle-là, que j'ai construite, je crois, 65, 66, quelque chose comme ça. C'était mon premier bureau. C'est des structures qui jouent avec les formes structurelles, mais aussi avec la lumière. C'est la découverte de la beauté de construire. Il y a une poétique de construire. Je n'ai pas commencé comme ça. J'ai commencé en pensant moi-même d'être constructeur. Mon père, d'ailleurs, m'a posé la question, mais pourquoi jamais tu peux être constructeur? Pourquoi tu veux être architecte? Mais c'est justement cette désobéissance typique des jeunes adolescents qui m'a poussé à faire l'architecte. Mais j'ai toujours eu dans le cœur, c'est aussi la raison pour laquelle l'agence avec laquelle je travaille avec tous mes associés s'appelle Building Workshop. Et voilà un autre exemple d'une structure qu'on a construite et qu'on a développée, on a exploré, je dirais même, c'est des structures à coque, dans lesquelles la raison d'être de la structure et le langage du bâtiment venaient ensemble. Et à côté de ce filon qui est celui du constructeur, qui m'a toujours appartenu, il y en a un autre qui est plus humaniste, c'est le dialogue avec les gens.
les gens. J'ai toujours eu cette passion. J'ai fait mes études à Milan. Les années 60, c'était les années de première occupation universitaire. C'était la façon de se retrouver. La désobéissance était le système le plus bon marché pour se retrouver et pour chercher soi-même. Et l'idée de faire des projets avec les gens a toujours été une passion que j'ai eue. Ici, j'étais ambassadeur d'UNESCO. On a fait des travaux dans le centre historique de Otranto, dans le sud d'Italie et ailleurs. Il s'agissait de rencontrer les gens, d'étudier des techniques, de chercher des méthodes de construire léger. Et c'est un autre aspect, c'est une autre facette de ma formation. C'est la facette humaniste, le rapport avec les gens, le dialogue avec les gens, l'idée de comprendre, d'écouter et de comprendre. Il y a une troisième facette qui est celle de l'art. La première phase, c'était avec Alexander Calder, c'était une grande exposition à Turin, c'était la découverte de la légèreté, de la folie de cet artiste génial. Et l'art a pris place dans ma vie, et jusqu'au moment où, en 1971, on a gagné avec Richard Rogers, avec Gianfranco Franchina, avec les gens de Arup, les Anglais. On était des gamins, hein? On était des gamins mal élevés. Moi, j'avais 33 ans. Richard, qui était le grand, lui, il avait 36. Et on a gagné le concours de Beaubourg, du plateau Beaubourg, qui ensuite a été appelé le Centre Georges Pompidou, à Paris. Eh bien, ce paquebot, c'est vraiment un petit peu le paquebot que vous avez vu au début de la conférence. C'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Mais ce n'était pas une blague. C'était qu'au fond, c'était le moment venu de construire un lieu pour la culture qui ne soit pas intimidant. Et cette idée un petit peu folle était quand même une idée qui était complètement partagée par le client. C'était l'idée de construire quelque chose qui appartient aux gens et qui, au lieu de produire intimidation, produise curiosité. Et c'est l'idée de la place, l'idée que le bâtiment parle avec la ville, et c'est une idée dans laquelle culture, le sacré et le profane se mélangent. C'est une idée qui a été à la base de ce projet. Mais bien sûr, c'est le côté un petit peu plus social, humaniste, mais il y a toujours le constructeur. L'idée que ces trois mondes, celui du constructeur, celui de l'humaniste, du curieux, des gens, et celui de l'artiste, parce qu'il y a quand même ses côtés, c'est indéniable. L'architecture, c'est une art de frontières, on pourrait dire. On pourrait même dire que c'est une art contaminée, mais dans le bon sens du mot, évidemment, puisqu'elle est enrichie par la vie. Mais il y a toujours ces trois côtés. Ici, un détail de Beaubourg, c'est la pièce qui revient tout le temps. C'est le construire, mais c'est aussi le donner à la place un statut public, véritablement public. La foule, les gens, le rapport avec la ville. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et c'est quelque chose que vous allez retrouver au cours de ces images, puisque ça revient tout le temps. Et c'est quelque chose qui se mélange, qui enrichit. Sans ces côtés-là, l'architecture, franchement, j'ai peur que quelquefois tombe dans l'académisme, enfin dans le plaisir formel. Et bien sûr, à côté de l'art, il y a la musique. Et c'était les années dans lesquelles j'ai commencé à travailler beaucoup avec les musiciens. Ici, c'était avec Pierre Boulez, c'était IRCAM à Paris. C'était les années, là c'était fini, les années 77, 78. Et c'était toujours dans le contexte, c'était toujours avec Richard Rogers, toujours avec la même équipe. Mais la musique a depuis une importance énorme dans le travail de mon agence. C'est une des dimensions qui revient tout le temps, avec naturellement l'art. Ici, on est à Houston, au Texas, et c'est la lumière ici. Vous avez déjà vu dans la première image, mais la lumière et le musée, c'est quelque chose qui a pris forme de plus en plus, c'est devenu de plus en plus important quand on a construit la Menil Collection à Houston. Dominique de Menil était une très grande collectionniste d'art. Voilà, ici, c'est une vue des espaces qui sont dans le musée.
c'est évident qu'ici, c'est la lumière qui compte. C'est les perspectives, c'est la superposition des différents plans qui jouent et qui forment un lieu métaphysique. Un musée, c'est au fond un lieu hors du temps et hors de l'espace. C'est un lieu dans lequel les œuvres entrent dans une dimension nouvelle, hors du temps. Et c'est justement métaphysique. Je vous montre cette image puisque c'est évident que dans ce bâtiment, la dimension culturelle, la dimension artistique, la dimension, je peux oser un petit peu poétique de l'espace et celle de construire, du bâtisseur se retrouve d'une façon très forte. Ici, un des espaces de travail qui sont visibles de la rue. Il y a des diapositives qui manquent ici, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais enfin, c'est pas grave. J'avais d'autres diapositives qui montraient un petit peu le processus de construction. Ici, c'est le stade de Bari. Dans le sud d'Italie, c'est un stade, ça n'a rien à faire. Je bascule d'un lieu à l'autre puisque c'est comme ça que les choses se passent. C'est plus ou moins dans l'ordre du temps. Vous, en tant qu'architecte, vous avez continuellement des choses qui se passent, qui se déplacent, qui sont ici, qui sont là. Ici, c'est un stade qui... L'idée de voler, l'idée de défier la force de gravité, c'est une idée qui me plaît beaucoup et que je suis depuis toujours. Je comprends fort bien, complètement fou, mais c'est quelque chose qui est intéressant, puisque c'est le défi de construire. Et à propos du défi de construire, celui-là, ça a été un grand défi, c'est l'aéroport de Osaka, au Japon. C'est une île, l'île n'existait pas. C'est comme un grand planeur, comme vous le voyez. C'est un bâtiment antisismique. D'ailleurs, il y a eu pendant la construction de ce bâtiment plusieurs tremblements de terre, le dernier étant celui qui a démoli Kobe. Mais c'est un bâtiment qui a une énorme capacité de bouger, d'être flexible. Et c'était aussi une très grande aventure de construction. On a eu 10 000 ouvriers sur ce projet-là. Ici, c'est l'espace intérieur qui est comme le ventre d'une baleine. Et le bâtiment a fait 2 km de longueur. On ne se promène pas à pied, il y a des people movers qui vous accompagnent, mais l'idée c'est que l'espace, il est visible, il est compréhensible. Bon, je montre cette image puisque je pense que c'est bien ce que j'aimerais bien faire sentir dans cette conférence. C'est que la dimension du constructeur, celle de l'humaniste, celle de l'artiste se confondent tout le temps. Elles reviennent et ils vont et viennent. C'est la dimension aussi de l'aventure. Construire, c'est une aventure. C'est d'abord une aventure dans le réel, puisque quand vous avez 10 000 ouvriers sur un chantier, c'est énorme. Ces gens-là sont des acrobates. On n'a pas eu un seul accident mortel sur ce chantier. Sur 38 mois, 10 000 personnes, on n'a pas eu un seul accident. C'est les Japonais qui sont très attentifs, mais c'est aussi l'idée que le bon construire, ça fait partie du côté éthique très important de notre métier. Non, mais là, il y a un problème, hein, monsieur. Les diapositives sont complètement... Il manque des diapositives. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Les diapositives sont... Bon, elles vont peut-être revenir. En tout cas, ici, j'aurais voulu vous montrer d'autres images du même bâtiment, mais en fait, c'est pas grave. Ici, on est à Rome. On est à Rome. Et c'est un auditorium. C'est un auditorium de musique. Là, c'est l'espace à travers lequel on arrive dans les salles. Et ici, c'est une salle. C'est la salle, la grande salle pour presque 3000 places. C'est une salle qui est dessinée par le son. Enfin, pour façon de dire, puisque évidemment, c'est pas tout à fait comme ça, c'est pas automatique. Mais c'est un espace dans lequel le dessin de la salle, il est guidé par le son. L'idée de relier très fort un projet à
aux deux aspects fonctionnels et pragmatiques est une idée qui revient tout le temps. Franchement, c'est comme ça que je suis venu à l'architecture. J'arrive à l'architecture comme constructeur. Je suis encore convaincu que de faire l'architecte, c'est d'abord construire des abris solides, bien construits pour les gens. Et c'est des abris qui forment la ville. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Tout le monde le sait, ça ne suffit pas. Ce n'est pas seulement la capacité de donner une réponse aux besoins qui compte chez l'architecte, c'est aussi la capacité de donner réponse à des désirs. Et c'est seulement quand la réponse aux besoins et aux désirs viennent ensemble que là, on touche quelque chose qui est très intéressant. Ici, à nouveau, une image à Rome de l'auditorium, c'est la place tout autour. Je suis sûr que, voilà, peut-être qu'on arrive à mettre les images. Voilà, ces images-là sont disparues. Bon. Excusez-moi, hein. Un petit problème technique, mais ça va. Excusez-moi. On peut remettre celle-là. Je vais envoyer celui-là. On ne peut pas revenir sur celle-là. Non, vous voulez pas le bon? Ça, c'est le bon. Ça, c'est le bon. On va prendre celui-là. Ça, c'est le bon. Oui, mais je veux mettre celle-là. On peut. Elle est où? Elle est Voilà, c'est celle-là. OK. C'est celle-là. Voilà. Voilà. Ça va. Excusez-moi maintenant. Excusez-moi, On y va comme ça. Non, c'est seulement pour rappeler comme toujours, une œuvre d'architecture devient ville. C'est à travers les bâtiments que les villes deviennent des villes. Et surtout, les lieux culturels sont vraiment des lieux qui fécondent, qui fertilisent la ville. Et là, à Rome, l'auditorium était dans un lieu qui était complètement périphérique. Il se trouve au centre de la ville, mais c'est comme un trou noir. Et là, du coup, c'est devenu un lieu qui est habité, qui est aimé par les habitants, par les gens. C'est devenu un lieu vraiment vécu. Je me déplace, et encore une fois, je le fais exprès. Ce n'est pas pour vous confondre les idées, mais c'est seulement pour clarifier comme la diversité des projets, en réalité, c'est dû au fait très simple que l'architecte se retrouve toujours avec une nouvelle aventure. Et ou bien il décide d'être académique, c'est-à-dire de refaire ce qu'il a déjà fait, ou sinon il se met chaque fois, en prenant un petit peu de courage, dans l'aventure. Et il recommence. Et chaque fois, les conditions de la réponse sont tellement complexes, sont tellement difficiles, sont tellement différentes, qu'il faut vraiment beaucoup de bêtises pour faire la même chose. Ici, on est dans le sud d'Italie, c'est une grande église pour 9000 personnes. C'est un chantier magnifique, c'est des arcs en pierre. Vous voyez, ça, c'est les pièces qui forment le bâtiment. C'est une zone sismique, ce qui fait que la difficulté technique de construire des bâtiments comme ça. Je ne parle pas de l'équipe avec laquelle on fait ça, puisque je ne veux pas trop vous expliquer, mais vous savez, pour faire des choses comme ça, on n'est pas tout seul. Il faut des ingénieurs, il faut des gens dans l'équipe qui savent faire des choses. Il faut un entêtement sublime, un entêtement complet qui fait que les choses se font. Puisque le mot que vous entendez toujours, la première fois, en toute langue possible, c'est impossible. C'est toujours ça qu'on dit, quelque chose d'impossible. Voilà Et ici, c'est une visite de chantier avec ma femme, génial. J'ai toujours aimé faire des visites de chantier comme ça. Mais les chantiers, c'est magique. Les chantiers, c'est la magie. Le chantier, j'ai jamais oublié le chantier de mon père. Même si c'était des chantiers assez modestes, mais j'ai jamais oublié. Ici, c'est toujours la même église. Ici, c'est la place, le parvis de l'église. Ici, on est à l'intérieur de l'église. Passons vite à un autre endroit complètement différent, c'est Berlin. C'est Berlin, Potsdamer Platz, après la chute du mur. Il y a eu un concours. J'ai oublié de vous dire, mais tous les projets dont je vous ai parlé jusqu'à là, c'est pratiquement toujours des concours. À partir du Centre Pompidou, là, il y avait 681 projets. Il faut faire des concours. Il faut vraiment donner l'occasion aux gens, aux talents d'avancer. Puisque c'est comme ça, c'est normal. Ici aussi, c'est un concours.
C'est aussi ici, c'est le lac qu'on a construit à Potsdamer Platz. La sculpture que vous voyez là, c'est une sculpture de Marc de Souverain, c'est Berlin, et malgré Berlin, vous voyez, il y a des gens qui se baignent. C'est des lieux pour les gens, c'est des lieux qui appartiennent à la ville. Enfin, j'ai toujours, il faut avouer, j'ai un petit peu de méfiance, moi, vis-à-vis de certaines formules architecturales qui sont très exagérées aujourd'hui. C'est comme s'il y avait une maladie assez grave d'ailleurs qui s'appelle priapisme, un priapisme médiatique, vous voyez, qui pousse à faire des choses toujours plus exagérées, en oubliant que l'intensité vraie est quelque chose de différent, est quelque chose qui demande beaucoup plus. Ici, une image de chantier que j'adore, c'est pour ça que je vous l'amène, c'est le chantier de Potsdamer Platz. C'était tellement grand qu'on ne pouvait pas pomper l'eau de la nappe phréatique. Alors on a dû faire les fondations dans l'eau. Alors là, c'est des aventures. Croyez-moi, sur ce chantier, malgré, c'était désormais 90, c'était très loin la guerre, mais on a trouvé, je crois, 6 ou 7 bombes dans le chantier. C'est toujours comme ça. Les chantiers, c'est toujours des aventures. Ici, on a travaillé avec des divers. Voilà, ce monsieur-là, un ami à moi, un Polonais. Il y en avait 80 de ces gens-là qui descendaient dans l'eau à 20 mètres de profondeur pour faire les fondations et pour revenir. Et tout ça, c'était fait dans la glace quelquefois. Regardez là, il y a même des bateaux dans la glace, puisque Berlin, c'est froid. Hein? Et je crois qu'un chantier comme ça, c'est mauvais de ne pas montrer, puisque ça explique qu'est-ce que ça veut dire l'aventure. Et l'aventure est toujours reliée avec des gens, avec des... Voilà, un autre ami à moi. Je le connais vraiment, hein, c'est un Kanak. C'est ailleurs, dans un autre endroit du monde, et c'est en Nouvelle-Calédonie. Les Kanaks, comme les Maoris, comme les Aborigènes, sont les 3 ethnies du Pacifique. Et avec eux, on a construit le centre Jean-Marie Djibohou. C'était aussi un concours, à nouveau, c'est un concours. Et ici, on est dans la presqu'île de Tina, à côté de Nouméa. La Nouvelle-Calédonie, c'est un paradis. C'est des bâtiments, il y en a une dizaine, c'est des bâtiments qui abritent des fonctions qui sont plutôt la danse, le mouvement, l'action. C'est une culture, la culture kanak, comme les autres ailleurs, qui n'a pas un très grand rapport avec les objets construits. La peinture, c'est plutôt le mouvement. C'est plutôt le mouvement. Et c'est des bâtiments qui jouent avec le climat. C'est un projet à la limite entre l'architecture et l'archéologie et l'anthropologie, mais c'est justement ce que je disais, c'est que les éléments qui émotionnent l'architecture se mélangent tout le temps. C'est des bâtiments de 30 mètres, les plus hauts, c'est des bâtiments qui ont une position vis-à-vis des alizés telle que le vent qui pousse crée une dépression de l'autre côté et fait une ventilation naturelle. Ça, c'est tout à fait normal dans leur culture. Et d'ailleurs, ils ont un son. Voilà une image que j'aime bien. Cette image qui donne... vous savez, au fond, en tant qu'architecte, vous donnez réponse à des besoins. Vous devez donner de bonnes réponses. Si jamais vous arrivez à rajouter un petit peu de beauté, c'est pas mal. C'est pas mal. Un petit peu de beauté et beaucoup de dignité. Mais il ne faut pas oublier, il faut d'abord bien construire. Et sur ce chantier aussi, sur les 24 mois, 26 je crois, mois de chantier, on a eu, je crois, 4 ou 5 ouragans qui ont dévasté la région. Mais c'est toujours l'idée que de construire, c'est une aventure qui a beaucoup à faire aussi avec le fait que la terre n'est pas facile. La terre bouge d'ailleurs. Ici, on est à Tokyo, à Ginza, c'est le quartier général de Hermès. C'était un projet que j'ai beaucoup aimé, aussi à cause des propriétaires et du client. Vous savez, sur tous ces projets-là, avec les clients, il y a eu toujours une complicité gigantesque.
On ne sait pas faire de bons projets sans une complicité avec les propriétaires. Ici, c'est du verre. Et ici aussi, c'est difficile. Ginza, c'est un bâtiment en pleine zone sismique. Tout bouge. Et il fallait construire un système très léger dans lequel, évidemment, sur le plan de l'expression poétique, c'était la légèreté, c'était la transparence, c'était cet aspect presque éphémère. Mais en même temps, il fallait être sûr qu'en cas d'un tremblement de terre de force 7 ou même plus, le tout puisse bouger sans casser. Eh bien, c'est un petit peu toujours ce mélange qui fait ce métier que j'adore d'ailleurs, un métier merveilleux et complexe. Ici, on est à Berne, c'est le musée Paul Klee. Je ne vais pas tout dire, sinon je vous ennuie, ça va être trop long, mais c'est un bâtiment dans lequel on a abrité 6000 œuvres de Paul Klee, et c'est aussi une autre aventure. C'est une aventure qui nous a pris, je crois, 5 ou 6 ans. C'était un bâtiment fait aussi avec une énorme affection. L'affection, c'est quelque chose qui compte beaucoup, et pendant la construction et après. Parce qu'il y a une autre chose que je disais tout à l'heure en visitant l'exposition. Vous savez, les bâtiments qu'on fait, on les aime comme des enfants. Et on est toujours là, on se préoccupe de leur bonheur comme on se préoccupe de la bonheur des enfants. Ici, c'est une image de construction, mais il y a ce petit bonhomme-là qui monte, parce qu'il ne faut jamais oublier, il y a toujours cette dimension. C'est un bâtiment qui surgit de la colline et qui abrite pas seulement les tableaux de Klee, mais aussi un espace musical et aussi une fondation. Voilà l'espace musical. Klee était aussi musicien. Il ne savait même pas, lui, s'il était plutôt musicien ou artiste, mais nous, on sait bien qu'il était plutôt peintre. Mais c'est un artiste complet. À Bauhaus, il enseignait musique. Et Pierre Boulez a été une partie de ce projet, puisqu'il a beaucoup voulu. Et Pierre Boulez est quelqu'un qui a écrit un magnifique livre sur la poétique de Klee et la musique. Et la complicité de Maurizio Pollini, qui est notre grand ami et pianiste, était là aussi. Et finalement, un jour, avec Bernard Platner, qui est un de mes partenaires, qui est ici dans la salle, on s'est promené, on était sur place, on a vu, on a compris. Il faut toujours se promener. Là, c'est une autre chose qu'on a bien appris. On ne fait jamais rien que je sache. On n'a jamais rien fait à l'agence sans se promener sur le lieu, sans respirer, sans essayer de prendre et voler l'esprit des lieux. C'est toujours chez le musée Paul Klee, et c'est les espaces pour les enfants. Et ici, je saute de l'autre côté du monde, je suis à New York, à la Morgan Library, mais j'ai mis ces images puisque c'est toujours cette recherche de la lumière. Vous voyez, c'est l'idée que la lumière est une des matières les plus importantes de l'architecture. Elle ne se touche pas, elle n'est pas physique, mais elle est forte. Ici, on est dans le foyer de la Morgan Library à New York, sur Madison, entre la 36 et la 37. Et c'est un bâtiment public qui est en rapport avec, qui est d'ailleurs la 3e collection au monde de livres anciens. C'est aussi une image toujours du même foyer. C'est un bâtiment qui se trouve au milieu de la ville et il fait partie de la vie de la ville. Et toujours à New York, le New York Times, c'est un bâtiment qu'on a construit c'est fini depuis 3-4 ans, mais le 11 septembre 2001, on était à New York et on discutait avec Arthur Sulzberger et Michael Golden, les propriétaires du New York Times. On discutait ce qu'il fallait faire. En fait, ce n'était pas tout à fait le 11. Le 11, j'étais bien sûr à New York, c'était le 12, mais ce n'était pas aussi loin que ça. Et c'était un bâtiment né vraiment dans un orage, dans un moment très difficile. Et il faut dire, c'est pour ça qu'il faut de bons clients, puisque j'ai entendu des mots très importants de ces clients qui m'ont dit, écoutez, on ne va pas construire un bunker, on ne va pas construire un bâtiment fermé, au contraire, on va jouer la transparence. Et c'est avec la transparence qu'on va jouer. Ce bâtiment, il est transparent.
il est transparent aux étages, il est aussi transparent au rez-de-chaussée. Ici, on est sur la 8e avenue et on voit à travers le bâtiment. C'est un bâtiment qui respire avec l'atmosphère de New York. Il est fait d'extrusion de céramique qui prend la couleur de la lumière de New York. New York, c'est une ville hautement atmosphérique. Elle prend la couleur, les humeurs du temps. Et le bâtiment est fait comme ça, pour qu'il change et pour qu'il soit presque métamorphique. Mais au rez-de-chaussée, là, ce qui compte, c'est la transparence, c'est l'accessibilité. D'ailleurs, une remarque à propos de sécurité, quelqu'un nous avait expliqué, et on le savait d'ailleurs dans notre cœur, c'est que la transparence est beaucoup plus sûre que l'opacité. La transparence est beaucoup plus sûre puisqu'on sait et on voit. Ici, c'est sur le 8th Avenue et c'est toujours le même bâtiment. Le voilà. Il est aussi blanc que ça, tout simplement puisqu'il est éclairé. Je vous avais dit, c'est un bâtiment qui prend la lumière. Et vis-à-vis des autres, c'est la même lumière, hein, ce n'est pas du Photoshop, c'est le bâtiment qui est comme ça. C'est un bâtiment qui prend un glare, qui prend une lumière dans le contexte, et c'est un bâtiment qui respire. C'est aussi un bâtiment qui a une très grande, qui est hautement soutenable, comme on dit. Ici, c'est au 13e étage, c'est un lieu de repos. Voilà. Ces deux dames qui discutent calmement dans le coin, ça me rappelle un petit peu ce que je voulais dire avant. C'est bien sûr qu'il faut donner des lieux. Et il faut construire des lieux. Il faut construire des abris pour les gens. Il faut aussi lui donner une dignité et une beauté. Et la beauté, c'est quelquefois, c'est légère. C'est quelque chose qui n'est pas tout à fait et simplement dans la forme. C'est aussi dans l'esprit. C'est aussi dans la légèreté. Ici, on est toujours dans le New York Times, au rez-de-chaussée. Il y a un jardin. Du boulot et c'est un lieu dans lequel on passe. On peut passer entre la 41e et la 42e et plutôt entre la 40e et la 41e et on passe à travers le bâtiment. Et ici, je ne me passe pas trop loin, je monte un petit peu plus au nord, toujours aux États-Unis, et c'est Chicago. À Chicago, on vient de construire, c'est fini depuis pas beaucoup de temps, c'est l'Art Institute. C'est un bâtiment dans lequel, à nouveau, cette recherche de transparence, de légèreté. Vous savez, Chicago, c'est quand même une ville merveilleuse. C'est la ville qui a inventé l'architecture moderne aux États-Unis. C'est une ville qui, après le grand feu du fin 18e siècle, a été reconstruite en acier. C'est la ville qui a inventé l'auteur. C'est la ville qui a inventé la légèreté. Et c'était un lieu d'inspiration merveilleuse. Ici, le bâtiment, l'Art Institute, c'est la plus grande institution culturelle de Chicago, se trouve sur Michigan Avenue. Et vous voyez, dans cette photo, il y a Chicago. Il y a la Chicago du début du siècle dernier. Ici, c'est le toit qui flotte au-dessus du parc, puisqu'on se trouve dans le Millennium Park, le lac Michigan, il se trouve sur la gauche ici, et c'est ce toit, il abrite du soleil les salles d'exposition. Et je passe de l'autre côté des États-Unis, là je suis à San Francisco, là on a construit le California Academy of Science, c'est un musée d'histoire naturelle. C'est le plus ancien musée des États-Unis d'histoire naturelle. Ils avaient commencé au milieu du 19e siècle sur un bateau, un voilier, qui, dans la bonne saison, faisait des voyages en récoltant des animaux, et dans la mauvaise saison, il se mettait au quai et il devenait musée. C'est génial, c'est encore les mêmes gens qui conduisent, c'est les fils, mais c'est une autre équipe, mais c'est le même esprit. Eh bien, on a construit un bâtiment qui est le plus écologique bâtiment des États-Unis, dans lequel on a fait un miracle, c'est qu'on n'a pas d'air conditionné dans ce bâtiment. Il n'y a pas d'air conditionné. Vous voyez le toit, il y a des petites cellules solaires, et surtout, le bâtiment, il est couvert par des végétaux qui ont la capacité de survivre sans arrosage.
Et ce qui nous a permis, cette drôle de forme que vous voyez dans l'image, c'est que le bâtiment il est plutôt bas, mais là où il y a le planétarium, là où il y a le rainforest et d'autres fonctions plus hautes, la surface du toit monte, forme des collines, pour abriter ces fonctions qui sont trop hautes. Et finalement, ce toit en verdure, qui est d'ailleurs un des exhibits du bâtiment, puisque le California Caribbean Science commence là. La visite numéro 1, c'est le toit. Il y a eu même le jour de l'inauguration du musée, c'était ce jour-là, je crois, il y a eu un Indien qui était l'arrière-grand-fils du propriétaire, soi-disant propriétaire du terrain, qui a dit « Je vous fais cadeau de ce terrain puisque vous l'avez transformé dans la seule petit morceau de Native California, de California naturelle, puisque la Californie est verte puisqu'on pompe l'eau. Et là, c'était fait sans pomper de l'eau. C'est seulement pour vous dire que je trouve vraiment que c'est ça qui fait l'architecture un métier merveilleux. C'est qu'il n'y a pas de limite. On s'amuse comme tout là présent. Vous voyez, ces cabarets sont faits en coco. Il y en a 100 000 sur cette toiture. Et les plantes qui sont là sont des plantes, il nous a fallu 4 ans avec les botanistes du musée pour sélectionner les végétaux qui pouvaient survivre seulement à travers l'humidité nocturne de San Francisco et sans arroser. Et voilà, et d'ailleurs le coco, naturellement, après 2 ans, il devient terre, naturellement. C'est seulement pour dire que le bâtiment d'ailleurs respire. Mais si je dois dire où s'arrête l'architecte là, et où le botaniste commence, où l'homme de science commence, où le climatologue commence, l'historien, puisque sur ce bâtiment, ce qui est resté de ce bâtiment, puisque c'était le tremblement de terre de Lona Pietra de 1989 qui avait pratiquement tout détruit. Mais sinon, ce bâtiment existait. Il y avait 12 bâtiments dans cet endroit. Et ces bâtiments étaient aimés par au moins 3 ou 4 générations de gens de San Francisco. Alors, vous vous retrouvez à faire un projet comme ça dans lequel vous ne savez pas trop bien si vous êtes l'anthropologue, l'historien, si vous êtes l'inventeur fou, si vous êtes un botaniste, un naturaliste. Ici, ces bouches-là sont les bouches qui ouvrent et qui font respirer le bâtiment quand il faut. Ici, c'est un morceau qui était survécu, et qui a été survécu du bâtiment ancien. Et naturellement, on l'a gardé, même si c'est un petit peu kitsch, mais on l'a gardé. Et voilà ici une image qui montre le bâtiment en premier plan. Après, il y a San Francisco. Après, il y a la baie. Et la baie de San Francisco, c'est à nouveau de l'eau. Vous avez sûrement remarqué, dans tous ces projets, presque toujours, il y a l'eau. Et même quand il n'y a pas d'eau, à Berlin, par exemple, il n'y a pas d'eau. Ben, on l'a amené, l'eau, on l'a faite. Enfin, je trouve que l'eau est quelque chose qui me touche. C'est quelque chose que j'aime. Ici, c'est une eau qui m'appartient plus, c'est l'eau de la Méditerranée. C'est chez nous à Gênes. Nous avons une agence à Gênes. Et l'agence, c'est celle-là, que vous voyez sur Terre, naturellement. Et cette eau-là, c'est l'eau de la Méditerranée, qui est une mer qui nous appartient, naturellement. Mais c'est toujours la même eau. Et ce qui est miraculeux dans l'eau, voilà l'agence. C'est d'ailleurs un endroit dans lequel personne ne travaille ici. Ils ne font rien. Moi compris, on rêve. Non, ce n'est pas vrai, on travaille, mais c'est très beau. C'est des terrasses qui descendent, c'est une serre. Et voilà, vous voyez cette eau-là, c'est même pas une mer. La Méditerranée, ce n'est pas une mer, c'est un consommé de culture. La Méditerranée, c'est un consommé dans lequel on consommait 5, 6 différentes cultures pendant des années. C'est une mer qui a enregistré millions d'histoires réelles, vraies, et qui est capable de les restituer aujourd'hui, pour ceux qui ont les oreilles pour l'écouter, ces histoires, naturellement. Mais c'est une mer qui est riche. C'est la mer qui nous tient ensemble. C'est la mer qui est un élément de lien du monde, mais c'est aussi un élément de lien de ces différents projets. Et cette image-là, avec laquelle je termine,
Je ne sais même pas pourquoi je l'ai mis d'ailleurs. Il n'y a aucune bonne raison, si ce n'est pas pour le bonheur, le mien naturellement. Mais oui, si, c'est peut-être pour vous prouver que quand je dis que j'aime bien la mer, je suis sincère. Et voilà, alors je termine là. Merci de votre attention. Donc maintenant, Renzo va répondre aux questions de la salle et Alain Juppé, le maire de Bordeaux étant parmi nous, peut être obligé de quitter ce lieu avant la fin de la réunion. Je me tourne vers lui pour savoir s'il a quelques questions qu'il voudrait poser à Renzo Piano. Ça, c'est le piège, cher François. Non, je voudrais simplement dire merci à M. Piano d'être venu et de nous avoir tenus en haleine pendant 1 heure. Vous avez entendu le silence. Tout le monde buvait vos paroles. Et je crois qu'il est assez exceptionnel de réunir autour même d'un très très grand architecte autant de monde. Vous voyez qu'à Bordeaux, on aime l'architecture. Alors, vous avez eu la gentillesse de me dédicacer un de vos derniers livres, peut-être le dernier, qui s'appelle « La désobéissance de l'architecte ». Et donc ça m'inspire une question. Pour être un très grand architecte, à qui ou à quoi faut-il désobéir ? Ah, c'est une très jolie question. Je crois à soi-même d'abord. Non, je rigole, mais non, il ne s'agit pas de désobéir. Il s'agit plutôt de chercher, d'explorer, de comprendre. Mais à part la blague, c'est aussi vrai qu'il faut désobéir à soi-même, puisque vous savez, le risque plus dangereux, c'est qu'à un certain moment, à un certain âge, admettons-le, à un certain moment de succès, vous devenez prisonnier de vous-même. Et c'est là le véritable danger. C'est là, c'est le risque de devenir autoréférentiel. On cherche dans soi-même. Et je crois que moi, j'ai une formule. Et on a une équipe qui est, je ne sais jamais combien on est, 120, 130, 140 personnes. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes dans cette équipe. J'ai beaucoup de partenaires qui sont là, d'ailleurs, quelqu'un, mais qui travaillent avec moi et depuis 30 ans, 40 ans, quelquefois. C'est une bande dans laquelle il y a une telle familiarité que les gens se disent la vérité. Je pense que c'est ça. Les gens se disent la vérité. En plus, on a pris la bonne habitude d'avoir des jeunes chez nous, les étudiants qui viennent. C'est des jeunes qui nous regardent avec des gros yeux comme ça et on comprend tout de suite qu'on dit des bêtises, qu'on fait des bêtises. Alors je crois que, en plus, bien sûr, c'est aussi une attitude, mais c'est très important de désobéir un petit peu à l'attitude à refaire la même chose. Et je crois que l'aventure de construire est tellement différente, diversifiée en elle-même, qu'il faut vraiment être des imbéciles pour faire toujours la même chose, puisque ce n'est pas possible. Du coup, ça devient... Alors, je crois que c'est ça. En plus, désobéir, c'est un mot un petit peu exagéré, puisque la rébellion, c'est un petit peu plus sympa, puisque ce n'est pas pour désobéir, mais c'est pour se poser des questions. C'est pour connaître la vérité. Et la vérité est toujours dure. Je parlais, par exemple, de participation. Il n'y a rien de plus difficile que de discuter. Et c'est quand même bienvenu, puisque la discussion, surtout avec les gens qui ne sont pas d'accord, elle est extrêmement importante. C'est toujours quand on n'est pas d'accord que c'est utile. Ça devient même irritant, mais c'est justement pour ça que ça sert. Mais il faut discuter, pas pour persuader les autres de votre idée. J'avais un ami, un grand philosophe, qui disait à tout le monde, me disait aussi, tu sais, il s'appelait Norberto Bobbio, c'était de Turin, il me disait, tu sais, il y a mieux dans la vie que de passer son temps à persuader les gens de ses propres idées. Par exemple, d'avoir de bonnes idées. Hein? Il disait tout le temps. Et il avait raison. Il avait raison. Et alors, à condition que la participation, la discussion n'est pas faite pour convaincre l'autre à tout prix, mais c'est fait pour comprendre, pour voler plutôt que pour imposer, alors je trouve que là... Mais bien sûr, il faut garder le ordre.
puisque si on ne garde pas le nord, là, on est perdu. Alors, vous voyez, c'est un... Alors, plutôt que désobéissance, je pense que ça serait plutôt bien parler de désir de vérité, de connaître la vérité. Et il faut le faire avec tout le monde, avec les clients aussi. Mais les bons clients aiment ça. Les bons clients aiment la discussion, aiment le même... Comment désobéit-on à un maire? Un maire? Oui. Il n'y a rien de plus facile. Et que les Bordelais ont le goût de la rébellion, tout de suite. Non, je faisais une blague, mais c'est seulement pour dire que c'est beaucoup plus difficile de désobéir, par exemple, à des techniciens qui vous font, par exemple, des chantages technologiques en vous disant non, c'est pas possible. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle notre agence le Building Workshop. Et c'est un petit peu chic, quoi. Je comprends fort bien, puisqu'on n'est pas un building workshop, on est des architectes. Mais combien de fois quelqu'un nous dit non, c'est pas possible, et nous, tout bêtement, on le fait. On le fait, on le construit, on fait. En plus, assez souvent, on fait des morceaux de bâtiments, d'abord pour montrer qu'on peut faire, et deuxièmement, puisque si on se trompe, là, c'est grave, hein? Si on se trompe, c'est grave. Et quand un architecte se trompe, c'est d'habitude trop tard. C'est fini, c'est fait, à toujours. Alors, une façon pour éviter ça, c'est quelquefois de faire des morceaux de bâtiment ou de mettre beaucoup d'attention dans la pièce. Alors, le bâtiment est fait pièce par pièce. Mais d'abord, vous ne vous trompez pas sur la pièce. Vous pourrez toujours vous tromper sur l'ensemble, mais c'est déjà un petit peu moins dangereux. C'est un métier dangereux. C'est dangereux pour les gens, c'est aussi dangereux pour l'architecte. Mais c'est surtout dangereux pour les gens. Et ce n'est pas tout à fait la même chose que pour d'autres métiers. Il y en a des difficiles, mais au fond, un écrivain, s'il n'aime pas ce qu'il a écrit, il le réécrit quand même avant de publier. Un musicien, il le refait. Ou sinon, s'il est vraiment mauvais, on n'écoute pas sa musique. Mais si un architecte fait quelque chose de mauvais, cette chose-là reste à toujours. Elle est imposée. On impose. Et là, je crois que, par conséquent, cette idée de construire correctement et de dire quelquefois au constructeur qui se dit impossible, de dire non, je veux vérifier, ça, je pense que c'est... Je ne sais pas si tu connais la phrase d'Oscar Wilde qui disait « La différence entre un architecte et un médecin, c'est qu'à la différence du médecin, l'architecte ne peut pas enterrer ses erreurs. » Oui, oui. J'avais un conseil à vous demander, monsieur Piano. D'un côté, vous savez sans doute que la ville de Bordeaux a été classée dans le patrimoine mondial de l'UNESCO pour 1800 hectares. Et donc l'UNESCO me dit il faut respecter la volumétrie de la ville. Il ne faut pas construire haut. Et de l'autre côté, un certain nombre d'architectes me disent il faut des signaux dans la ville. La théorie du signal. Alors, qui dois-je écouter, l'UNESCO ou les architectes? Sur une chose comme ça, monsieur le maire, j'ai besoin d'une semaine pour vous répondre. D'accord, on en reparle dans une semaine. Je vais le faire. Qui veut poser une question à Renzo Piano? Il y a des micros qui peuvent circuler. Personne? C'est pas possible. Voilà, il y a une main qui s'est levée là-bas. Bonsoir. Je voulais savoir comment vous faites quand vous répondez à un concours pour vous inscrire dans une relation de complicité, alors même que vous n'êtes pas directement en relation avec le maître d'ouvrage. Merci. Pendant le concours.
Ah ben, écoutez, il faut en tout cas faire les concours. Évidemment, ce n'est pas possible. Les concours, c'est seulement le début, mais c'est quand même un moment nécessaire. La complicité avec le maître d'ouvrage, on l'a construit après. Mais d'abord, les concours bien faits, il y a déjà une idée dans le programme. Hein. C'est ça la grande différence. C'est qu'un concours bien fait n'est pas fait avec la liberté totale. Là, sur cette histoire de la liberté totale, j'ai des idées très claires. Je suis convaincu que c'est même négatif, trop de liberté. Je parle bien sûr pas de la liberté politique, humaine, je parle seulement de la liberté créative. De donner carte blanche, c'est pas bon. Alors évidemment, si quelqu'un vous fait un concours et vous donne carte blanche, vous n'avez aucun moyen de constituer aucune forme de complicité. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il veut, le client. Mais s'il y a une idée, si vous la voyez, mais alors votre complicité commence. Et après, peut-être qu'elle n'est même pas très obéissante. Je vous fais un exemple rapidement. Le centre Pompidou, on était des jeunes mal élevés, mais l'idée de faire un bâtiment qui était un sort qu'est-ce qu'on pourrait dire, c'était maison de la culture. Voilà, c'était cette idée de maison de la culture, un lieu pour tout le monde. Elle était là. Elle était là. Elle était peut-être faite d'une façon sur laquelle on n'était pas complètement d'accord. Tous les deux d'ailleurs, tu te rappelles trop bien. Mais elle était là, c'était une idée généreuse. Après, nous, on a révolutionné, on a fait autre chose. Je crois que dans les concours bien faits, il faut seulement faire les concours bien faits, et évidemment, il y a toujours déjà un parfum, il y a toujours déjà une idée qui se développe. Et c'est sur cette idée-là, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on peut même faire un concours en étant en désaccord. Vous savez, nous, on a fait des concours dans l'agence dans lesquels on n'a pas obéi complètement. Potsdamer Platz, par exemple, c'est vrai, on n'a pas obéi on n'a pas fait exactement ce qu'on nous avait demandé. Mais quelqu'un a été assez intelligent pour dire, tiens, c'est pas bête ça. L'idée de l'eau, par exemple, n'était pas là-dedans. Enfin, je crois qu'il ne faut pas exagérer. Je crois que d'abord, ils sont bienvenus les concours. Et soyez fiers, puisque la France, c'est peut-être le pays dans lequel les concours sont mieux organisés. Ce n'est pas une blague, je suis sérieux. On a fait l'Italie, je connais bien, l'Espagne, ça va mieux, l'Allemagne, c'est un petit peu trop rigide, la France, c'est plutôt bien. Et à cause du fait que ça fait un moment quand même que la pratique des concours s'est développée, alors il y a toute une professionnalité qui fait que d'habitude, les concours sont faits avec une certaine intention qui est déjà exprimée. Par rapport au Centre Pompidou, il y avait aussi une idée que vous étiez les seuls avec une autre équipe, parmi les 600 et quelques, à développer, c'était de ne pas utiliser la totalité du périmètre autorisé pour construire, mais de dégager une piazza, ce qui était une idée très originale. Tout à fait. Tout à fait. Il y avait déjà des choses comme ça. Mais surtout, il y avait l'idée de mélange des différentes activités. C'est une idée très ancienne qui était d'ailleurs française dans la culture des maisons de la culture, mais aussi ça prenait un petit peu dans l'histoire. Le Bauhaus, c'était un petit peu aussi un lieu dans lequel le mélange des différentes disciplines amenait à féconder l'une l'autre. Non, c'était l'hybride, le concept d'hybride qui était bien. Et tout ça, c'était peut-être un petit peu rigide au départ, mais l'idée était là, et de mettre la musique à côté de la lecture de la bibliothèque, une bibliothèque ouverte, et de mettre l'art à côté du dessin industriel. Il y avait à ce moment-là, il y avait le centre de création industrielle qui était justement dirigé par François Maté et dans lequel tu as travaillé. Il y avait une idée qui a évolué, qui a modifié, mais qui était là. Est-ce que vous pouvez vous présenter au moment de parler? Oui, Henri de Lompagny, architecte. Vous avez parlé tout à l'heure du priapisme des architectes ou des architectures, et c'est le Star System qui condamne un peu ça. J'aurais une maxime à vous suggérer. La ville est plus importante que le bâtiment, et le bâtiment est plus important que l'architecte. Ah. J'ai peur qu'il n'y a pas de réponse. Non, mais bien sûr que le bâtiment est plus important, ça je suis sûr. Il faut quand même un architecte pour faire un bâtiment. Alors là, je suis un petit peu...
Non, attendez, je ne veux pas être moraliste. Hein. Je crois que faire une architecture, c'est toujours aussi une œuvre dans laquelle il y a beaucoup d'inspiration. Mais je crois, mettons les choses comme ça, je pense qu'un bâtiment qui n'arrive pas à faire ville, hein, de faire urbanisme, je ne l'aime pas. Je l'aime pas. J'aime bien les bâtiments qui arrivent à faire d'une façon honnête, loyale, fermer la ville. Et la ville, c'est un miracle. C'est comme ça. Je suis peut-être italien, je suis né dans un pays comme ça, j'ai grandi dans une ville comme Gênes, qui est une ville urbaine, même d'une densité incroyable. Mais pour moi, l'urbanité, c'est le but de faire des bâtiments. Et l'urbanité est magique. L'urbanité est faite par des lieux publics, les rues, les places. Les places sont les endroits dans lesquels les espérances se mélangent, les différences disparaissent. Dans le mieux des cas, c'est même la peur qui s'en va, puisqu'on se sent ensemble, dans la même aventure, dans le même... Aujourd'hui, je me suis promené pendant 1 heure le long des quais, mais regardez, les gens, en fait, c'est ça que j'appelle l'urbanité. Et dans les villes, les bâtiments font ça, sont les éléments qui forment ça. C'est pour ça que j'aime bien travailler sur des bâtiments culturels. Mais ce n'est pas seulement parce qu'ils sont plus importants, c'est aussi parce qu'ils sont d'habitude porteurs d'urbanité. Ils fécondent les lieux. Ils sont capables de transformer une périphérie dans un lieu vivant. Alors du coup, oui, là, je suis d'accord. Je pense que c'est ça que vous voulez dire, mais je suis parfaitement d'accord. Le but, c'est le bâtiment, c'est pas l'architecte. Et c'est vrai qu'un petit peu l'attitude des architectes, comment est-ce qu'on appelle ça, star architecte, qu'est-ce qu'on dit, c'est quelque chose qui gêne moi particulièrement, franchement, puisque je ne vis pas comme un star architecte. Je travaille comme un fou du matin au soir, on s'amuse, on dessine, on travaille, c'est pas ça du tout. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine tendance. Ça me gêne, ça rapproche un petit peu au monde de la mode. Je n'ai rien contre la mode, mais c'est l'éphémère. L'architecture vit sur le temps long. L'architecture, c'est comme les fleuves, c'est comme les forêts, c'est comme les montagnes. Ça vit dans le temps long, le temps de la ville. Et l'architecture a besoin d'avoir cette force. Et c'est pour ça que ce n'est pas approprié de parler d'architecture comme mode, architecture comme sculpture. On en parle de plus en plus. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas un côté sculpturel dans l'architecture, mais l'architecture n'est pas une sculpture, franchement. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais merci. Une autre question? Allô, Jean-Emmanuel Franz. Bonsoir, Monsieur Piano. Je cite le petit poster qui nous a été distribué. Le projet d'Otranto invente en 1979 la maîtrise d'usage en convoquant la mémoire et en accueillant les habitants sous la tente plantée sur la place du centre historique. Est-ce que vous pouvez nous préciser cette notion de maîtrise d'usage et qu'en est-il 40 ans après, à côté de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre? Je vous remercie. Otranto, c'était très important parce que c'était la poursuite de ma passion pour l'art de comprendre les gens, ce qui est la chose la plus difficile. J'ai jamais eu l'occasion de refaire une expérience comme ça, mais j'ai eu beaucoup d'occasions dans l'agence de faire des choses qui ressemblent à ça et des choses dans lesquelles on a récupéré cette attitude. On a travaillé par exemple à Sarajevo, qui est une ville martyre, avec UNESCO naturellement. On a fait d'autres projets et c'est toujours des projets dans lesquels, mais c'est même dans les projets les plus simples, même quand on fait le plus petit monastère du monde, à côté de Ronchamp, avec les sœurs Clarisse. Et c'est un micro-projet, mais c'est des projets dans lesquels essayer de comprendre, comme font les bons docteurs. Vous voyez, les bons docteurs ne disent jamais à son patient ce que le patient veut entendre. Ils disent la vérité. Et c'est difficile. Et je crois que c'est ça qui est resté. Mais franchement, je pense que je vais continuer toujours. C'est difficile d'appliquer ce projet, puisqu'il n'était pas seulement un projet technique, naturellement. Le côté technique, il était surtout basé sur la diagnostic,
sur le fait que pour intervenir sur un bâtiment fragile, comme un bâtiment ancien, il faut savoir. Sinon, la seule solution, c'est de démolir. Et si on démolit, ce n'est pas le bâtiment qu'on démolit. On démolit cette merveilleuse unité entre la pierre et les gens, puisqu'il faut évacuer les gens, il faut faire partir les gens. Alors, le côté technique, c'est plutôt, au fond, lié avec la diagnostic. Mais il y a après un côté humain qui a à faire plutôt avec l'intégrité du centre historique. Et c'est un thème difficile, c'est un thème qui vous accompagne toute la vie. Je pense que je vais jusqu'au dernier moment espérer de pouvoir faire des choses comme ça. Et on les fait partiellement, on les fait, mais c'est peut-être pas dans l'échelle que j'aurais désiré. D'ailleurs, il faut bien avoir des désirs. Merci. Une dernière question. Oui, bonsoir. Je suis Christophe Vincent Martinez, professeur de lettres. C'est pas vraiment une question que j'aurais à poser, mais plutôt un constat. D'abord, je voudrais remercier Renzo Piano de nous avoir fait partager sa passion pour l'architecture. Mais moi, ce qui m'a plu, en fait, c'est ce que j'entends dans ce métier qu'est l'architecture, c'est l'idée de l'autre, de l'altérité, de l'intégrité. J'ai l'impression que tout se passe comme si, lorsque vous édifiez des bâtiments, j'entends métaphoriquement une édification de vous-même. Est-ce que c'est ça qui me touche en fait? Est-ce que à partir du moment où vous vous engagez dans un bâtiment, vous travaillez avec l'autre, c'est-à-dire que vous prenez en considération non seulement le paysage ambiant, mais c'est aussi un dialogue avec vous-même. Et vous, au fond, la part de l'architecte, vous avez un rôle à jouer. Finalement, le bâtiment, il est peut-être pas tout à fait, comment dirais-je, il est un peu laissé de côté, et c'est un dialogue avec vous-même que vous engagez pour respecter à la fois la ville, mais respectez vous aussi, votre engagement, votre dialogue avec la ville et avec ce que vous êtes. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Le dialogue avec toi-même, de quelle manière tu t'exprimes dans la multitude de la ville et dans l'individualité que tu es toi, comment tu concilies les deux? C'est une colle, c'est ça? Non. J'ai pas posé les bonnes questions. Non, mais si. On entend très mal. On entend mal, et aussi je pense qu'il faudra une jolie après-midi pour discuter de ça, parce que évidemment c'est la nature même du travail de notre agence. C'est comme ça, on est comme ça, on mélange tout ça. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que vous dites, mais dialogue avec toi-même. Comment tu te traduis toi-même dans l'architecture, ta part d'individualité? C'est la traduction de François Barré. Il me dit comment est-ce que ton individualité se transfère dans l'architecture. C'est ça, au fond. Ça serait facile de vous dire que je n'ai pas d'individualité. Mais je n'ai pas le courage de vous dire ça. Je ne sais pas. Je crois que c'est le travail d'équipe. Vous voyez, on travaille beaucoup en équipe. Il y a des gens parmi les partenaires de mon agence ici. On fait des réunions dans lesquelles on se regarde. Et l'impression, c'est que personne renonce à sa propre individualité. Mais vous voyez, il y a toujours, dans chaque projet, il y a toujours quelque chose qui manque. Et c'est cela qui vous tourmente. C'est là le tourment. C'est qu'il y a toujours quelque chose qui manque. Il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui rajoute. Et c'est ce tourment. Ça s'appelle tourment, oui, la souffrance. Oui, c'est ça. Il y a toujours quelque chose qui manque. Et c'est un petit peu cette sensation de se aider les uns avec les autres qui vous fait sentir complètement que ce n'est pas une renonce à l'individualité. Je connais dans mon agence des moments de bonheur. Quand je suis perdu, je regarde dans le vide, il y a quelqu'un dont j'oublie même le geste. Puisque une bonne équipe, c'est une équipe dans laquelle on ne tient pas la comptabilité de qui a eu ou qui n'a pas eu l'idée. C'est une bonne équipe, c'est une équipe dans laquelle on oublie. Et c'est le bonheur quand quelqu'un
arrive et dit, voilà, peut-être on peut essayer ça. Voilà. Et du coup, c'est la lumière. Et je crois que les moments d'individualité, c'est des moments comme ça. Mais franchement, j'ai joui des moments des autres comme des miens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Renzo. L'exposition est ouverte, mais vous êtes très nombreux, ce qui nous ravit. Et donc nous allons devoir organiser la visite d'une manière ordonnée. Et je vous remercie d'être patient. Voilà. Donc l'exposition est ouverte au premier étage et ensuite nous avons un cocktail offert par la maison Hermès.